Bonjour à tous. Donc moi à présent je vais vous parler d'herbivores domestiques et sauvages et quels sont leurs effets sur les communautés végétales des pelouses sèches calcicoles. Donc les prairies, elles recouvrent environ 40% de la surface du globe et elles soutiennent notamment des fonctions écologiques importantes et elles rendent des services écosystémiques tels que l'approvisionnement, la régulation et encore des services culturels. Services tels que la séquestration du carbone ou la production primaire. Elles sont associées notamment à une grande biodiversité, mais ces prairies, elles sont menacées, notamment par les changements climatiques, les invasions biologiques, les transformations via les usages des terres et aussi l'abandon des pratiques agro-pastorales, et ça c'est notamment le cas en Europe. Donc, pour la conservation et la restauration de ces écosystèmes, ces milieux ouverts, depuis les années 1960, il y a eu un maintien de ces pratiques agricoles, voire une restauration via ces pratiques agropastorales et notamment le pâturage par les animaux domestiques. Cependant, c'est parfois difficile de maintenir sur des larges échelles ces pratiques agropastorales et à moindre coût, et c'est pour ça que plus récemment a été proposé le réensauvagement. Donc le réensauvagement, ça peut être le laisser-faire total de la nature, ou bien, quand on parle de trophic rewilding, c'est le fait de réintroduire des ingénieurs des écosystèmes tels que les grands prédateurs ou encore les grands herbivores tels qu'on va le voir ici. Donc c'est un concept qui est notamment basé sur l'observation que finalement avant l'usage de ces terres par les hommes, il y avait toute la mégafaune associée qui avait notamment entraîné la création de ces milieux ouverts en partie. Donc il y a eu de plus en plus de publications sur les réensauvagements depuis la fin des années 90, mais il y a encore eu peu de réelles études qui montrent finalement les effets de ce réensauvagement, de cette réintroduction, de cette utilisation par les animaux sauvages du milieu sur les communautés végétales, et encore moins finalement en comparaison de pratiques plus traditionnelles et de pratiques donc humaines du milieu. Donc nous, on a la possibilité de comparer trois types de pâturage. Donc dans le sud du Massif central, on a la possibilité donc de comparer l'élevage ovin séculaire, celui qui a façonné finalement le Causse nu tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et il y a eu l'apparition de nouveaux élevages avec des chevaux sauvages, donc initialement pour la conservation de cette espèce, et de chevaux domestiques. Donc les chevaux sauvages, ils sont qualifiés de sauvages d'une part parce qu'ils n'ont jamais été domestiqués, et d'autre part parce que dans ce milieu-là, donc ils ont été réintroduits en enclos, mais ils sont laissés complètement libres de leur choix de partenaires, etc. Et il y a juste eu des translocations vers la Mongolie notamment pour réintroduire l'espèce dans son milieu d'origine. Donc nous, on a la réelle possibilité de réinterroger les systèmes à la lumière des questions actuelles autour de la restauration, du réensauvagement des écosystèmes, et aussi de par le fait qu'il y a de plus en plus d'équidés utilisés pour la conservation des milieux. Donc on s'est posé deux grandes questions, à savoir quels sont les effets finalement de l'originalité de la gestion via des herbivores sauvages, et quels sont les effets selon l'animal qui pâture le milieu. Donc on a eu plusieurs hypothèses en se basant sur ce qu'on avait pu trouver dans la bibliographie. Donc on s'attend effectivement à des différences de communautés végétales, notamment liées aux préférences alimentaires de chacun des animaux, donc déjà ovins, équins, parce que ce sont des ruminants et des monogastriques notamment, et par une utilisation de l'espace qui peut être différente, notamment de par le fait que les animaux sauvages, ils sont en groupes sociaux, donc il y aura parfois des étalons célibataires qui vont vivre ensemble et des groupes familiaux avec un étalon accompagné de une ou plusieurs juments et de leurs petits potentiellement. On s'attend aussi à ce que la biodiversité et l'équitabilité elles soient supérieures chez les équins comparées aux ovins. Et on s'attend aussi à une hétérogénéité plus forte chez les chevaux, voire encore plus du coup chez les chevaux sauvages du fait de ces comportements un peu différents. Au niveau de la zone et des sites d'études, donc la zone on se situe dans le parc national des Cévennes, en cœur de parc, et on a pu travailler sur 6 sites différents, donc à savoir en vert, ici et ici, deux enclos qui sont pâturés essentiellement par les chevaux de Przewalski, donc un plutôt en été et un plutôt en hiver, et on a le pendant avec les chevaux domestiques comme on peut le voir ici, avec un pâturage plutôt hivernal pour cet enclos et un plutôt estival pour cet enclos.
On a aussi choisi deux parcours ovins, enfin deux zones pâturées par les ovins. Un plutôt traditionnel, situé ici. Donc traditionnel dans le sens où les brebis, finalement, elles sont amenées sur des parcours le matin, elles pâturent librement et elles sont rentrées quand il fait trop chaud et la nuit, et elles peuvent pâturer quasiment toute l'année, sauf quand la couverture neigeuse est trop importante. Alors qu'ici, on a plutôt affaire à un pâturage un peu moins traditionnel sur le Causse, puisque c'est plutôt sous forme d'estive, où les brebis sont amenées à pâturer donc à la belle saison et sont laissées toute la journée et toute la nuit sous la garde de patous. Au niveau de l'échantillonnage, on a réalisé un échantillonnage donc aléatoire et systématique. Aléatoire parce qu'on n'a pas choisi le premier point où est-ce qu'on le situait, et systématique puisqu'ils sont écartés de 200 mètres. Donc le nombre de placettes est proportionnel à chaque enclos. Donc c'est pour ça que selon la surface de l'enclos, il y a plus ou moins de placettes. C'était pour notamment essayer de traverser le plus d'hétérogénéité au niveau de ces enclos. Et il faut savoir aussi que chaque zone qui est pâturée a une pression de pâturage assez similaire en global. Donc c'est très extensif et on est dans l'ordre de 0,05 à 0,06 UGB par hectare et par an. Donc on a fait des relevés floristiques sur 1 mètre carré et on a relevé aussi des variables mésologiques sur 100 mètres carrés. Donc au niveau des variables mésologiques, on a notamment relevé les informations suivantes telles que le recouvrement en roc, en bloc, en cailloux, en arbustif. On a aussi estimé la pression de pâturage localement, puisqu'elle pouvait être différente selon les zones et selon le pâturage. Donc ça, c'était estimé principalement visuellement, avec des traces de passage d'animaux, les crottins qui étaient présents ou non. On a aussi extrait des informations à partir du modèle numérique de terrain qui est disponible via l'IGN, donc pour obtenir l'altitude, l'exposition et la pente. Et via le Parc national des Cévennes, on a pu obtenir des informations sur la lithologie. Au niveau des relevés floristiques sur 1 mètre carré, donc on a relevé donc chaque espèce et son recouvrement dans ces 1 mètre carré. Donc à partir de ça, on a pu faire différentes analyses statistiques. Donc avec les relevés des variables mésologiques, on a réalisé des ACP, donc analyse en composantes principales, qui nous ont permis donc d'une part d'obtenir des informations sur l'axe 1 et 2 qui seront utilisées pour notre analyse sous contrainte pour extraire finalement la part de variabilité de l'environnement. Donc quand on regarde à l'échelle globale avec toutes les placettes. Et on a aussi réalisé une classification en ascendant hiérarchique à partir de l'ACP pour sélectionner un cluster. Et là aussi, s'affranchir de la variabilité du milieu en se penchant uniquement sur un cluster pour voir vraiment les différences selon l'animal qui pâture. Et on a décidé de travailler sur le cluster 2 puisque c'était celui qui était le plus présent dans les différents enclos et il était essentiellement représenté notamment par le recouvrement en cailloux. Ensuite, donc, grâce au relevé floristique, on a pu réaliser l'étude des communautés, donc avec notamment des représentations via une NMDS et une CAP. On a aussi calculé des indices, donc la richesse spécifique, l'équitabilité moyenne par quadrat, l'hétérogénéité donc, au sein de chaque groupe d'animal qui pâture, donc ça va être l'hétérogénéité entre les différentes placettes selon l'animal qui pâture. Et on a pu aussi obtenir des informations sur les espèces bioindicatrices. Donc voilà pour les résultats. Donc là, on a fait une CAP, donc une analyse sous contrainte, et c'est avec l'ensemble de toutes les placettes que l'on a pu visiter, donc tous les points dans tous les enclos. Donc on a pu déjà voir qu'il y avait 5,4% de la variabilité totale qui était expliquée par l'herbivorie. Et on peut voir donc sur cette figure que l'axe 1, donc horizontal, permet déjà de séparer les chevaux, donc les équins des moutons. Et l'axe 2 permet notamment aussi de séparer les chevaux sauvages des chevaux domestiques et des moutons. À partir de toutes ces informations, on a aussi pu donc extraire des informations sur les espèces indicatrices. Donc on a notamment obtenu Potentia verna et Rhinanthus pumilus pour le cheval de Przewalski, Bromopsis erecta pour les brebis, et j'ai mis Teucrium rouyanum entre parenthèses parce qu'on n'arrivait pas aux 70% requis pour que ça soit vraiment significatif, mais j'étais à 68, quelque chose comme ça, donc je l'ai quand même marqué. Et pareil pour les chevaux domestiques, c'était pas vraiment significatif, mais c'est quand même des informations qu'on peut garder dans un côté de la tête. Voilà pour l'aspect global. Donc si on se penche plus particulièrement sur le cluster 2, donc ici, on a une NMDS sur laquelle on peut voir que déjà nos différents polygones ils restent quand même relativement superposés.
Donc on reste quand même dans des communautés végétales relativement similaires. Mais par contre, les centroïdes, donc de nos ellipses, on peut voir, et c'est significatif avec le test Adonis, on a une différence significative des Przewalski comparés aux chevaux domestiques et aux ovins. On peut voir aussi quelque chose d'intéressant qu'on voyait un petit peu déjà dans la figure précédente, c'est que les chevaux domestiques ils se situent un peu entre les deux, entre ovins et chevaux sauvages. On a aussi donc différentes espèces qui peuvent venir influencer la taille du polygone. Donc là, on retrouve à nouveau Rhinanthus pumilus comme espèce bioindicatrice pour les chevaux de Przewalski et aussi Linum subfructicosum. On retrouve Bromopsis erecta pour les brebis et à nouveau certaines espèces qui sont similaires à la première figure pour les chevaux domestiques, donc tels que Buplorum baldense, Bromopsis erecta et Festuca marginata. Maintenant, si on se penche un peu plus sur les indices de diversité, donc ici on a la richesse spécifique pour l'ensemble des placettes. Donc pour pallier à mes différences de nombre de placettes pour chacun de mes enclos, donc comme on peut voir ici, donc j'ai fait, pour les tests statistiques, j'ai fait des tirages aléatoires en prenant que 34 placettes, donc comme les chevaux domestiques, pour chacun des chevaux de Przewalski et ovins, pour que ça soit à peu près similaire en termes d'équilibre. Et on peut voir que les chevaux de Przewalski présentent une richesse spécifique significativement plus élevée que les moutons et les chevaux domestiques. De la même manière, quand on regarde au niveau du cluster 2, cette fois, ça change un petit peu puisqu'on a les deux équins, qu'ils soient domestiques ou sauvages, qui présentent une richesse spécifique plus élevée que les moutons. Donc il faut savoir qu'on a quand même des richesses par quadrat quand même assez intéressantes, puisqu'on est compris entre des moyennes à 22 espèces par quadrat jusqu'à 28 pour les chevaux de Przewalski. Au niveau de l'équitabilité, donc ici c'est l'indice de Pielou qui est représenté. Donc plus on s'approche de 1, plus toutes les espèces présentes sur mon quadrat ont des recouvrements assez équivalents. Et donc on peut voir à nouveau que l'équitabilité est significativement plus élevée chez les chevaux de Przewalski, mais par contre qu'il n'y a pas de différence avec les chevaux domestiques et par contre on a une équitabilité plus faible chez les ovins. Si on regarde au niveau du cluster 2, on a la même chose, le même pattern qui se dessine. Si maintenant on se penche sur l'hétérogénéité spatiale, donc ici c'est l'indice de Bray-Curtis, et plus on s'approche de 1, plus on a une grande hétérogénéité entre les différentes placettes. Donc ici on peut voir effectivement, donc pour cette représentation ici, par contre pour les statistiques, j'ai gardé le nombre de placettes tel quel, sans refaire des tirages aléatoires, parce qu'on a considéré que finalement c'était représentatif du système et de la gestion d'avoir plus ou moins des grands espaces pour laisser pâturer les animaux. Donc ici, on peut voir à nouveau que les chevaux de Przewalski présentent une plus grande hétérogénéité, suivie des ovins et enfin des chevaux domestiques. Par contre, quand on regarde au niveau du cluster 2, à nouveau, on a les chevaux de Przewalski qui présentent une plus grande hétérogénéité spatiale, et par contre, on n'a plus de différence entre les ovins et les équins domestiques. Donc finalement, pour discuter un peu de tout ça, on a pu voir, pour répondre à la question de l'effet de l'originalité de la gestion avec des herbivores sauvages, on a pu voir qu'il y avait déjà un effet des pâturages sur les communautés végétales. Le pourcentage de variabilité expliqué par l'herbivorie est assez similaire à ce qu'on peut retrouver parfois dans la bibliographie. Et qu'on avait des différences effectivement entre ovins et équins, plus quand même une nuance aussi entre équins domestiques et équins sauvages. On a aussi pu voir qu'il y avait une richesse spécifique plus élevée chez les Przewalski comparée aux ovins et aux chevaux domestiques. De même que pour l'équitabilité, mais sans différence significative avec les chevaux domestiques. Au niveau de l'hétérogénéité spatiale, donc, on a pu voir qu'elle était supérieure chez les chevaux sauvages. Et ça pourrait notamment être dû, donc, d'une part, à la surface qui est plus grande, qui est pâturée, donc plus grande chez les chevaux de Przewalski, mais notamment quand on compare avec les chevaux domestiques, parce que c'est quasiment la même surface comparée aux ovins. Et on rajoute aussi peut-être l'hétérogénéité spatiale parce que chez les chevaux de Przewalski, du fait de ce pseudo-réensauvagement, même si on ne peut pas parler à proprement parler de réensauvagement, mais en gros les dolines, donc les fonds de vallée chez les chevaux de Przewalski sont pâturés, alors que ce n'est pas le cas chez les animaux domestiques puisque c'est des zones qui sont encore en culture, dans la majorité des cas. Et donc c'est un sol aussi un peu différent puisqu'on a surtout du colluvion et de l'alluvion. On pourrait aussi avoir comme hypothèse donc, effectivement l'utilisation des milieux qui est différente parce qu'on a des groupes sociaux et que c'est un animal qui est laissé complètement libre de ses mouvements. Et voilà.
Au niveau donc, de l'effet de l'animal qui pâture, donc là aussi on retrouve des différences au niveau des communautés végétales et des différences même entre équins. Donc là aussi c'est peut-être une période de transition parce que ça fait un peu moins longtemps que les chevaux domestiques pâturent à cet endroit-là. Mais ça peut aussi être dû à des différences de traitement. Donc, par exemple, les chevaux de Przewalski ne sont pas du tout vermifugés, alors que c'est le cas des chevaux domestiques. Donc, ils vont peut-être aller manger d'autres végétaux pour une certaine forme d'automédication. Et il y a aussi l'apprentissage qui peut rentrer en compte, puisque on a plusieurs générations de chevaux au sein des chevaux de Przewalski, donc des plus vieux, des plus jeunes, etc. Alors que ce n'est pas le cas chez les chevaux domestiques notamment, puisque en général, c'est des lots de jeunes chevaux qui sont mis à pâturer et qui changent quasiment chaque année. On a aussi donc à nouveau vu qu'il y avait une richesse spécifique supérieure chez les équins que chez les ovins, donc sans distinction chevaux domestiques, chevaux sauvages au niveau de ce cluster 2, et qu'on avait par contre encore une fois une hétérogénéité plus grande chez les chevaux de Przewalski. Petite conclusion par rapport au pâturage par les équins, donc il semble que ce soit quand même un bon outil pour la conservation de la biodiversité pour ces milieux ouverts. Mais par contre, effectivement, on n'a pas exactement la même communauté que si on perpétuait le pâturage au vin. Et il y aurait peut-être un petit plus de ce sauvage qui permettrait de faire peut-être encore mieux, si on considère ces indices-là. Au niveau des espèces indicatrices, donc on a pu voir qu'il y avait Rhinanthus pumilus et Potentia verna pour le cheval de Przewalski. Donc c'est très intéressant notamment pour Rhinanthus pumilus parce qu'il s'agit d'une hémiparasite qui diminuerait notamment quand les conditions de l'habitat sont détériorées. Et elle jouerait un rôle aussi dans l'équitabilité au sein d'un quadra, par exemple, puisqu'elle vient parasiter notamment les espèces les plus dominantes, ce qui permettrait de laisser aussi de la place aux espèces subdominantes et non dominantes. On a aussi donc Potentia verna, donc il a été montré qu'elle est fréquente, notamment dans les anciennes pelouses calcaires, et qu'elle est souvent dominante ou subdominante. Par contre, je n'ai pas encore trouvé vraiment d'informations sur Linum subfructicosum, donc ça, il faut que je cherche encore un peu. Au niveau du pâturage par les ovins, c'est intéressant qu'on ait retrouvé Bromopsis erecta, donc Bromus erectus de son ancien nom, qui est une peau acée. Et ça corrobore aussi un petit peu avec ce qu'on a pu trouver dans la bibliographie, puisqu'il semblerait que les équins arrivent à mieux contrôler finalement la présence de graminées et de ces espèces dominantes. Donc c'est ce qu'on peut voir à l'inverse avec le mouton. Et je voulais aussi parler de Teucrium rouyanum, qui est quand même une endémique du Causse, Méjean, donc ça reste important. Et par contre, on ne peut pas vraiment tirer de conclusion pour les chevaux domestiques du fait que ça ne soit pas vraiment significatif, même si, là aussi dans la bibliographie, il a pu être montré que les chevaux, ils avaient parfois tendance à laisser plus de place, notamment aux annuels, comme Buplorum baldense, comme on a pu voir, qui est une espèce indicatrice pour les chevaux domestiques, même si ce n'est pas significatif. Donc ça, c'est un résultat à prendre un petit peu avec des pincettes. Au niveau des perspectives, donc on voudrait aussi explorer l'aspect fonctionnel, puisqu'il est lié aux objectifs du réensauvagement. Et là, je vous invite à aller voir le poster de Nina à la deuxième session de poster, qui va vous en parler un peu plus. Et on s'intéresse aussi à d'autres compartiments, tels que les coléoptères coprophages, notamment liés à toute la dégradation de la matière organique, et aux orthoptères, puisqu'ils sont très liés à la structuration de la végétation dans le milieu. Donc voilà, je vous remercie de votre attention.